Je vous présente Monsieur Alain April, directeur général des hôtels de Georgeville et du Château Bonne-Entente à Québec, président du conseil d'administration de l'Office de tourisme de Québec. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'Office de tourisme de Québec qui présente cette plénière. Monsieur April, c'est à vous. Merci beaucoup. Premièrement, félicitations à la chaire pour ce magnifique événement. Et puis, en tant que partenaire, ça nous fait excessivement plaisir de participer. Quel rôle ou part de succès peut-on attribuer au tourisme dans le développement d'une région? À l'échelle internationale, l'industrie touristique est une force économique importante. Le tourisme international est en voie d'atteindre le milliard de touristes à la fin de 2012. Le Canada accueille 15 millions de touristes internationaux. Quant au Québec, le tourisme a généré des recettes de l'ordre de 11 milliards en 2010. Pour la région de Québec, le tourisme est proportionnellement 2 fois plus important que dans l'ensemble de l'économie québécoise. L'industrie touristique de la région de Québec génère 23 000 emplois directs, 5 000 emplois indirects. C'est la 3e industrie au niveau de l'économie à Québec. C'est 1,5 milliard de recettes touristiques en 2011 et 4,5 millions de visiteurs. L'Office du tourisme croit réellement et conjointement avec la Ville de Québec de l'importance capitale de l'industrie touristique dans son économie. Dans le cadre de notre vision 2020, l'ensemble du territoire de la région de Québec et même au-delà de la région administrative touristique de Québec ont tablé sur 4 grandes priorités pour faire de Québec une destination vraiment mondiale ou internationale en 2020. Et l'important, c'est malgré les 4, c'est qu'on va tabler sur les 2 plus importantes, c'est que Québec, capitale mondiale de l'hiver, et Québec branché sur le fleuve. C'est une vision commune que l'industrie s'est donnée afin de s'accaparer le tourisme international. Essentiellement, le tourisme comme levier de développement régional soulève 2 questions. Comment mesurer le réel impact et les réelles retombées de l'industrie touristique sur l'économie de nos régions, en recettes, en nombre de visiteurs, en nombre d'emplois, en visibilité? Comment peut-on favoriser réellement le développement touristique de notre région? Et chacune peut-elle espérer devenir un pôle, une région touristique? A-t-elle ce que veut le touriste? Offre-t-elle ce que veut son client? Et l'ensemble de la communauté de cette région croit-elle vraiment à l'importance du tourisme dans son économie locale et en a-t-elle les moyens? Il est enseignant-chercheur à la Faculté d'économie appliquée de l'Université Paul Cézanne, M. Bernard Pie, Pierre Pilon, maire de la ville de Tremblant, Mario Leblanc, directeur du CLD de la Côte-de-Beaupré, vont vraiment vous entretenir sur leur tourisme comme levier de développement économique régional, mesure des impacts et création de la valeur ajoutée. Et naturellement, Paul Arsenault va se faire le modérateur. Bon atelier. Bonjour à tous. Je suis content de voir que vous êtes encore ici en grand nombre. Il y aura donc un panel qui sera commencé par une courte présentation de notre collègue ici, Bernard Pie, qui va nous parler pendant 10-12 minutes de sa réflexion sur le tourisme à l'échelle micro-régionale. C'est un spécialiste, vous allez voir, c'est extrêmement stimulant. Alors, M. Pie, après vous. Bien, merci. Merci aussi pour les 12 minutes. Donc, je vais essayer de tenir le rythme. Nous allons pendant 12 minutes faire un peu d'économie. Alors le tourisme est une activité économique, bien sûr, ça tout le monde le sait, mais c'est une activité économique un peu spéciale. Elle n'est pas aussi statistiquement différenciable que l'industrie ou l'agriculture, etc. Parce qu'elle est beaucoup plus multiforme, on va le voir dans la suite de l'exposé. Et pour nous, économistes régionaux,
il y a quelque chose de fondamental, c'est que le tourisme est très dépendant, l'activité touristique est très dépendante du territoire. Je m'explique. Autant pour une activité comme l'industrie, enfin une activité industrielle, on peut faire ça dans tel territoire ou dans tel autre. Pour le tourisme, qui est très dépendant de son environnement, de son territoire, une activité peut très bien marcher dans un territoire T1 et puis ne pas marcher du tout dans un territoire T2. Donc en fait, la notion d'espace, si vous voulez, d'environnement est prégnant. Alors, le modèle que je vais essayer de vous présenter en 12 minutes s'appelle le modèle SDS, Simulation dynamique spatialisée. C'est un modèle qui a tourné dans nos laboratoires en France assez fréquemment. Et voilà l'idée. L'idée de base, c'est que, au lieu de diviser l'activité économique d'un territoire en 3 secteurs, comme tout le monde le fait, primaire, secondaire, tertiaire, et mettre le tourisme dans le tertiaire, nous, les économistes régionaux, nous cherchons une référence spatiale. C'est-à-dire que nous voulons que chaque activité, chaque secteur d'activité ait une référence spatiale. Alors, au lieu de faire primaire, secondaire, tertiaire, nous divisons en 2, activité basique et activité induite. Alors, qu'est-ce qu'une activité basique ? Une activité basique, c'est une activité qui, comme les activités industrielles, si vous voulez, exportent leurs produits du fameux territoire en question, de la zone, du micro-territoire, de ce que ici vous pourriez appeler MRC, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une grosse agglomération comme Montréal. D'ailleurs, le modèle ne marche pas pour les grosses agglomérations. Enfin, chacun son boulot. Voilà. Et donc, une activité basique exporte à l'extérieur de la zone des produits et reçoit en contrepartie un revenu. C'est la variable revenu qui va expliquer le fonctionnement du modèle, qui va mesurer l'activité. Alors, les activités basiques, là, alors, ça commence très simplement. Vous voyez, c'est le début du schéma, c'est ça. Les activités basiques reçoivent un revenu, delta Y, de l'extérieur et vont redistribuer ce revenu. Alors, comment, dans la zone, alors comment est-ce qu'un revenu est redistribué ? Eh bien, il est redistribué dans un autre système qui s'appelle le système des activités de relance, si vous voulez. Donc, le revenu est réparti par une structure qui s'appelle la répartition des revenus, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas égaux. Tout revenu en économie est consommé ou épargné. Admettons pour l'instant qu'il soit consommé. Donc, le revenu est consommé dans ce bloc et il est dépensé auprès de la deuxième catégorie d'activités, qui sont les activités induites. Alors, qu'est-ce qu'une activité induite ? Eh bien, c'est une activité qui n'est dans le territoire uniquement que parce qu'il y a une population dans ce territoire. Par exemple, au beau milieu du désert du Sahara ou du Kalahari, il n'y a pas d'activité induite. Il n'y a des activités induites que parce qu'il y a une population qui vit sur cet espace. Alors, donc, les activités induites vont recevoir du revenu à leur tour. Et vous voyez que ici, c'est bouclé en circuit. Je m'arrête là parce que le circuit n'est pas complet pour l'instant. Et la question que l'on se pose, c'est où est le tourisme ? Qu'est-ce que c'est le tourisme ? C'est une activité basique ou une activité induite ? Et souvent, quand je pose la question à des étudiants, par exemple, comme le tourisme est tertiaire et on a l'habitude de raisonner comme ça, eh bien, on dit le tourisme est une activité induite. C'est-à-dire que, ma foi, où il y a du monde, où il n'y en a pas, etc. Or, c'est faux, évidemment. Le tourisme est une activité basique parce que ce n'est pas le produit qui se déplace comme une activité exportatrice. C'est le touriste qui se déplace et qui va dépenser son revenu dans la zone. Donc, le tourisme est une activité basique et a toutes les propriétés des activités basiques. Bon, alors, le troisième schéma est le schéma terminal. Il est un peu compliqué, si vous voulez. C'est que les activités induites que l'on a au milieu, vous voyez, les activités induites redistribuent
redistribue du revenu. Ce revenu va être à nouveau redépensé dans la structure de consommation et à nouveau redistribué auprès des activités induites. C'est-à-dire qu'il y a ce dont parlait M. Larry Dwyer au début, sa fameuse conférence où il a tout présenté les modèles. C'est un modèle qui va, on le sent déjà un peu, être un modèle multiplicatif. Alors, je répète, les activités induites vont redistribuer du revenu. Ce revenu va être consommé à nouveau, redistribué auprès des activités induites, et le circuit tourne comme ça. Bien. Alors, vous voyez qu'il y a un troisième système qui est tout à fait logique, et d'ailleurs c'est le système le plus important du schéma, c'est les fuites et les exportations. Alors, toute exportation de biens revient à intégrer du revenu dans la zone. Bon, ça, c'est bien. Mais si ce revenu est dépensé hors de la zone, c'est-à-dire qu'on va importer quelque chose, alors cette fuite est un ralentisseur de la croissance. Ce schéma, donc, marche... Alors, vous voyez en bleu, M, c'est importation de biens, donc c'est fuite de revenus. Et X, c'est exportation de biens, donc entrée de revenus. Alors, ce schéma, bon, évidemment, là, il a l'air de pas grand-chose, mais enfin, il correspond à toute une série d'équations, hein, évidemment, et il tourne. Alors, puisqu'on est ici dans un symposium sur la mesure du tourisme, il tourne par une mesure. Cette mesure, c'est la flèche bleue qui est au milieu et qui s'appelle taux d'induction. Et c'est là que je veux insister. Donc je ne rentre pas dans les équations, évidemment, ça ennuie tout le monde. Ce taux d'induction est calculable, il est calculable, et c'est lui qui va avoir une note spécifique de la zone en question. C'est-à-dire que si, grâce aux statistiques, si on les a, on peut comparer la relance d'une MRC, la relance d'une zone, comparée à celle de la zone d'à côté. Il y a des zones qui relancent mieux que d'autres parce qu'il y a moins de fuites, la structure des activités induites est plus complète, etc. Une petite précision, dans le système impulseur des activités de base, les activités de base, évidemment, ont un effet. Cet effet s'appelle un effet d'entraînement direct. C'est celui qu'on a vu au cours hier, dans l'exposé de M. Gagnon et Bergerin. C'est la mesure que l'on fait lorsqu'on fait des mesures style matrice de Leontief, le tableau input-output, qui sont des effets directs où on somme les valeurs ajoutées pour avoir une production intérieure. Ces effets directs marchent dans ce secteur des activités de base, mais ne peuvent pas marcher à un niveau micro-zonal, ne peuvent pas marcher à un niveau, ou peuvent difficilement marcher à un niveau MRC. Et eux-mêmes le disaient. Ils disaient, nous regardons les effets, les répercussions du tourisme au niveau national. Au niveau national. Donc, ces fameuses matrices, en Europe, on a essayé de les régionaliser avec plus ou moins de succès, mais on n'est jamais vraiment arrivé à régionaliser ça, hormis pour des régions comme, par exemple, en France, la Lorraine, des régions très, très, très industrielles. Parce que sinon, ces matrices-là, qui sont des matrices input-output, cross-section, sont remplies de zéro. Et comme pour avoir les coefficients techniques, il faut inverser la matrice et diviser par la diagonale, on ne peut pas diviser par zéro. Donc en fait, pour les microzones, nous avons cet outil qui est tiré de, je ne sais pas si vous connaissez ça, la théorie de la base, une théorie à l'origine américaine, Pfutz, Vermeer, etc., des années 60, qui a été largement améliorée après. Donc nous avons cette méthodologie qui est la boucle du revenu, et c'est le revenu qui va créer des richesses, qui va créer des emplois, qui va différencier une zone par rapport à une autre, qui va donner des notes, si vous voulez. Je regarde l'heure, j'ai encore un peu de temps. Bon, alors,
Bon, là, je suis allé très vite. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien suivi ce que je voulais dire, mais j'ai laissé un papier de 4 pages pour expliquer ça, peut-être mieux qu'à l'oral. En fin de compte, à quoi servent cette mesure d'impact ? Cette mesure d'impact n'est pas tant pour simuler un effet et pour dire telle zone ou telle MRC est bonne, telle MRC n'est pas bonne. C'est pas tellement ça. C'est qu'on arrive à faire des simulations, et sur l'ordinateur, on arrive à faire plusieurs simulations, des tas et des tas de simulations, pour voir où on peut avoir des opérations d'aménagement du territoire qui permettent de renforcer cette flèche verticale, là où il y a marqué delta Y' et delta Y seconde. En fin de compte, ce modèle-là ne sert pas à prévoir l'avenir, parce que sinon ce serait catastrophique. Ça voudrait dire un déterminisme total. Ça voudrait dire qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais. C'est ce qui est évidemment ce qui serait très triste. C'est de savoir comment on peut faire pour arranger la structure, pour modifier la structure des activités induites qui permettrait d'encourager un investissement basique, qui permettrait de relancer ce fameux revenu. Alors, relancer ce fameux revenu, vous m'arrêterez si je déborde, relancer ce fameux revenu, ça représente beaucoup d'hypothèses. C'est-à-dire que ce modèle, je vous ai déjà dit, au niveau spatial, il ne marche que pour les petites, il ne marche pas pour les grandes agglomérations, et d'une. Ensuite, il marche dans le temps. Il marche dans le temps pendant combien de temps ? Et c'est du moyen terme, c'est la moyenne période. On appelle ça de la synchronie. C'est-à-dire que pour que le modèle puisse simuler un effet, qui n'est pas l'effet réel, il faut qu'il simule les choses, toutes choses étant égales par ailleurs. Parce que sinon, il ne sert à rien. Il sert à rien. Donc, si l'on veut savoir où il faut agir en période d'aménagement du territoire sur telle ou telle activité, préparer la relance, il faut que toutes les choses soient égales par ailleurs. Et évidemment, dans la réalité, heureusement pour nous, les choses ne sont jamais égales par ailleurs. Alors, c'est un outil qui permet d'améliorer des relances possibles, si les choses restent dans l'état. Et les choses restent dans l'état, d'après nous, d'après toutes les recherches qu'on a faites, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille là-dessus, sur 5 bilans, c'est-à-dire 5 ans à peu près. C'est-à-dire ce qu'on appellerait la moyenne période, ou les banquiers, le moyen terme. Bien, alors... c'est cette capacité de relance. Là, je vous vois vous lever. Il me reste 1 minute. Alors, ça va. Je vais simplement aller à la conclusion. Donc, cette capacité de relance est intéressante pour les politiques, pour ceux qui prennent des décisions. Puisque nous ne prenons pas de décision. Évidemment, ce n'est pas notre rôle. On est prof à la fac et puis ça s'arrête là. Mais pour les gens qui prennent des décisions, on arrive à appuyer des chiffres de relance potentiels en disant, si l'on agit sur telle ou telle branche, ça peut relancer. Juste un exemple pour finir. On a beaucoup travaillé sur un gros complexe industrialo-portuaire dans le sud de la France qui s'appelle Fos-sur-Mer. Ce n'est pas du tourisme, c'est de l'industrie. Fos-sur-Mer a été une décision politique au niveau national français. On a dit, puisque dans le sud de la France, ce n'est pas très bien développé, on va mettre une activité industrialo-portuaire. C'est une activité basique. Or, cette activité basique a été une greffe. C'est-à-dire, ça n'a pas marché au début. Ça n'a pas marché parce que la région, la micro-région n'était pas prête. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas d'école pour les gens qui travaillaient là. Il n'y avait pratiquement rien. Alors, ce modèle-là, en tourisme, c'est pareil. C'est fait pour éviter, j'aime bien ce mot, de greffe, parce que parfois, on s'imagine que telle chose va marcher très bien dans tel territoire. Or, pas du tout. C'est une greffe. Et comme vous le savez, parfois, le greffon ne prend pas. Voilà. Je vous remercie. Merci. 12 minutes. Oui, excellent. On s'amuse toujours beaucoup avec les chercheurs.
Et je dois avouer, je regardais du coin de l'œil, et vous avez peut-être fait la même chose, je regardais messieurs Pilon et Leblanc. Dans les 3 premières minutes, je pense qu'il y avait un doute dans votre sourcil en disant « Est-ce que je suis au bon endroit? » Et on voulait que vous discutiez des équations de M. Pi et que vous puissiez... vous avez compris que c'était ça l'idée. Vraiment, j'ai vu de l'inquiétude dans leur regard. Ils pensaient que c'était un guet-apens. Écoutez, tout ça pour faire en sorte que la présentation de M. Pi met en perspective la question que je vais poser pour débuter le panel, à la fois à l'élu et à la fois à celui qui supporte le promoteur. Et c'est essentiellement cette question-là. Est-ce qu'il est possible de greffer, est-ce qu'il est possible dans une région qui serait en difficulté économique d'imposer, de développer, sorti de nulle part, un projet touristique? Et j'étais dans une ancienne vie consultant. Je suis également à la chaire de tourisme depuis longtemps. Et je ne compte pas le nombre de fois par année que quelqu'un d'une MRC ou quelqu'un d'une localité dévitalisée m'appelle en disant « On voudrait faire du tourisme, qu'est-ce qu'on devrait faire et comment faire? » Avec toujours cette lecture-là, d'une part, que c'est facile, que ça ne demande pas beaucoup d'emplois, pas beaucoup de compétences, pas beaucoup d'argent, et tout et tout. Donc, le tourisme semble parfois une réponse facile trouvée par des décideurs. Quand on ne sait pas quoi faire, quand tout va mal, on fait du tourisme. Est-ce que ça s'improvise? Est-ce que ça se fait? Puis je serais curieux de vous entendre, et pour Tremblant, et pour la côte de Beaupré. C'est quoi la place du tourisme? Est-ce que c'est sorti de nulle part? Est-ce que ce sont des activités basiques? Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce qu'on a les ressources dans vos 2 territoires pour faire du tourisme? J'aimerais vous entendre. Monsieur Pilon. Bien, ça prend d'abord les ressources. Il faut qu'il y ait une base. Une basic, comme vous dites. Il faut qu'il y ait une base, parce que si on ne peut pas créer de toutes pièces une attraction touristique. Ça prend quelque chose au départ. Donc, ça prend une montagne, ça prend une plage, ça prend quelque chose pour commencer. On ne peut pas arriver avec une création Deus Ex Machina, là, puis ça arrive, puis on vient de faire de l'argent avec du tourisme. Non. Ça prend quelque chose, ça prend une organisation, ça prend des gens qui connaissent ça. Puis ça prend une volonté politique de le faire aussi. C'est important. Et vous, comme maire, c'est quoi cette volonté politique-là? C'est quoi l'intérêt d'une municipalité? Bien, la volonté politique, ça se traduit de 2 façons. Comme maire, d'abord, on crée toujours un comité, n'importe où. On commence par un comité. Alors, le comité, nous autres, c'était le comité de gestion stratégique qui réfléchit. C'est le président d'Intra-Ouest, c'est le président de la Chambre de commerce, les directeurs, les gros penseurs, si vous voulez, de la région, qui se réunissent et qui disent, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour stimuler. Dans les milieu des années 2000, il y a eu une baisse du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bon, il y a eu ce comité d'action stratégique qui a réfléchi, il a dit, il faut appuyer sur le marketing. Bon, parce que la région n'est pas connue aux États-Unis, pas très. Donc, la ville, on a demandé à la ville de mettre 1 million par année en marketing. La ville le fait. 1 million par année, à condition que l'Office du tourisme mette à parité. Donc, ça fait 2 millions par année que la ville met en marketing au niveau international. Mais on a commencé par se créer une vision. On s'est fait en 2000 une phrase qui définit la ville. Ville, d'abord une ville, pas 3 parce qu'il y avait une fusion, une ville à vocation touristique de classe internationale qui se développe en harmonie avec son environnement. De cette phrase-là naissent tous nos plans de développement. Ça commence par cette phrase-là. Le plan d'urbanisme, le plan de signalisation, le plan de développement durable commence par cette phrase-là. Ville de vocation touristique de classe internationale qui se développe. Bon. Et à partir de là, on a fait différents plans, dont ce plan-là, ce plan de marketing, qui, en conjoncture avec l'Office du tourisme, investit 2 millions par année. C'est bien. Et dans le cas de Beaupré? Moi, je dirais que oui, on est là pour donner un cadre, les organisations publiques, mais ça prend le promoteur. Avant d'être sur la côte de Beaupré, j'étais dans Charlevoix. André est ici, André Simard, qui est au CLD de Charlevoix. Charlevoix, il y a une notoriété. Les gens viennent démarrer des projets. Il y a des promoteurs, on a travaillé fort à l'époque, puis ça continue avec les gens qui sont là aujourd'hui dans l'agro-tourisme. On développe une fierté. Il y a des promoteurs qui viennent sur place développer des projets. Quand je suis arrivé sur la côte de Beaupré, bon, vous connaissez la côte de Beaupré, on a du travail à faire, entre autres, sur le paysage. On a un produit qui a besoin de se renouveler. On y travaille fort, mais on aura beau avoir tous les plans et toute la planification ou tout le marketing qu'on voudra. Si on n'a pas le promoteur, on ne se met pas attrayant pour l'investisseur privé, on aura de la difficulté. Et c'est souvent, et moi je le dis souvent dans mon travail,
faut faire attention à essayer de... Puis ça prend une planification, ça prend des orientations, c'est clair. Mais probablement que le projet qu'on va penser ou qu'on pense qu'on pourrait avoir, c'est parce qu'on l'a vu ailleurs, mais il y a quelqu'un d'autre aussi. C'est souvent des projets qu'on n'a pas pensé qui vont nous arriver. Et ça, il faut se montrer attrayant pour attirer les promoteurs. Et c'est cette stratégie-là qu'on essaie aussi d'adopter sur la côte de Beaupré. Si je simplifie à outrance le modèle de M. Pi, M. Pilon, vous êtes dans un avantage. Vous êtes dans une ville, visiblement, qui peut mettre $1 million sur la table à l'échelle d'une municipalité. Donc, visiblement, les ressources financières sont là. Comment on le fait dans un milieu qui est plus difficile? Vous l'avez dit, l'économie est moins facile, le produit est vieillissant. Comment on le fait? Comment on devient attrayant pour un promoteur? Comment la région devient attrayante? Il y a une prise de conscience. J'aime bien le modèle de M. Pi, puis ça me rappelle mes cours en économie. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu en 15 minutes quelque chose, comme ça nous aurait pris quelques heures. Mais je sais pas si je m'éloigne peut-être un peu de la réponse, mais j'aime bien parce qu'il s'applique à un petit milieu. Et notre défi, nous, dans la région de Québec, c'est que les volontés aussi politiques ou sous-régionales, il y a un certain arbitrage à faire entre les volontés d'une grande région et de la sous-région. Et là-dessus, j'aime bien le modèle parce que ça fonctionne, il est fait pour une MRC. Et on a peu d'outils pour évaluer l'impact que ça peut avoir et les opportunités qui peuvent se présenter avec sur un territoire comme le nôtre. Et nous, effectivement, on n'a pas les moyens que Tremblant a. On le fait avec l'Office du tourisme, est un partenaire de nos projets, la grande région de Québec. Mais il y a de l'argent aussi dans les entreprises privées, il y a de l'argent dans les promoteurs privés, et il faut un peu plus miser sur ces entreprises-là et les promoteurs et les gens qui ont aussi des idées, mais qui peuvent aussi investir. Mais concrètement, ça serait quoi votre boîte à outils? Excusez-moi, je suis vraiment sur son cas. C'est-à-dire, comment on devient attrayant? Comment une région qui dit on a des problèmes, qu'est-ce qu'il va faire en sorte? J'ai un exemple concret, puis actuellement, on travaille sur un dossier qui est connu, qui est le parc aquatique intérieur au Mont-Saint-Anne. Le propriétaire de la montagne n'est pas celui qui dit « moi, je veux être le leader et le promoteur du projet », mais la région, elle dit « on a besoin de ça. On a besoin de ça pour se renouveler, on a besoin de ça pour augmenter notre taux d'occupation. » Et on a regroupé nos forces, on a regroupé les entrepreneurs privés avec les villes. Les villes ont mis de l'argent, finalement, on a ramassé un 300-400 000. On a développé le projet. Et aujourd'hui, le projet a été transféré à une entreprise privée qui, elle, poursuit son développement avec notre appui. Finalement, on se débrouille avec les moyens que l'on a. On a la région, mais la grande partie de l'effort vient aussi du milieu. L'argent, elle est là. Il faut essayer de le faire sortir. Moi, je prends l'exemple que je connais bien, c'est celui de la Côte-de-Beaupré. Mais le modèle du massif de Charlevoix est un peu le même. Quand je prends l'exemple de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, c'est probablement un des meilleurs endroits au Québec pour évaluer ce que c'est le développement local et le développement d'Eugène. C'est le milieu qui a pris en charge ces projets et c'est le milieu qui a canalisé les fonds vers des objectifs et des projets qui se sont donnés. À l'échelle de vos régions, qu'est-ce que vous définiriez comme un bon projet touristique? C'est quoi un bon promoteur? C'est quoi un bon projet touristique? À quel moment, M. Pilon, vous ouvrez la porte de votre bureau en disant « Oui, venez prendre un café avec moi ». Et à quel moment vous fermez la porte en disant « Dis que je suis occupé ». La porte est toujours ouverte, mais la porte est toujours ouverte, mais des fois, elle se ferme plus vite. Disons qu'il y a deux choses. D'abord, premièrement, il y a le projet événementiel, le projet que je dirais immobilier ou matériel. Dans le projet événementiel, évidemment, il faut d'abord juger du sérieux, de la compétence de la personne qui vient proposer. Est-ce qu'il en a déjà fait? Est-ce qu'il est capable de faire le projet? Par exemple, Ironman, cet été, qui a connu un franc succès, le jeune homme qui a fait ça en avait déjà fait des triathlons dans sa vie, il en avait déjà organisé. On voit qu'il connaissait. En l'espace de 2 semaines, il m'a eu un rendez-vous avec 3 ministres. Et un peu plus tard, on s'est ramassé à Tampa, chez WTC, pour présenter notre projet. Donc, le promoteur comme tel, juger si c'est un promoteur qui est capable de livrer la marchandise, déjà, c'est beaucoup. Au niveau d'un projet plutôt matériel, quelqu'un qui arrive avec par exemple, un hôtel, bon... c'est évidemment, au niveau financier, est-ce qu'il est capable de faire son projet? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il va pouvoir le développer? Et nous, on a toujours une question à demander. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus à la région?
c'est beau de faire un hôtel, mais vas-tu faire quelque chose en plus? Vas-tu faire des pistes de ski de fond? Vas-tu faire des glissades d'eau? Vas-tu faire, donc, on demande toujours une valeur ajoutée au projet immobilier, que ce soit des condos, que ce soit un hôtel, quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée au niveau d'attraction touristique à ce promoteur-là. Merci. Pour Beaupré? Ben, des retombées sur... Si on parle d'un projet d'attrait, il faut qu'il y ait des retombées sur l'hébergement. Je dirais pour la côte de Beaupré, c'est qu'on va... un projet qui va faire en sorte qu'il va nous démarquer, qui va utiliser effectivement nos forces. Nous, on a des rivières, on a la proximité du fleuve, et tous les restaurants sur la côte de Beaupré, sur le boulevard, jusqu'à il y a à peu près 3 ans, les commerces mettaient la cour arrière vers le fleuve. Aujourd'hui, on a les nouveaux établissements, les nouveaux commerces touristiques, un spa, des restaurants, font la terrasse et exploitent le fleuve maintenant. Et ça rentre un peu dans ce qu'on disait tantôt, il faut exploiter nos forces. Et un beau projet, pour nous, c'est ce qui va faire que ça va embellir notre paysage, notre aménagement paysager, et qui va utiliser l'eau. On a des rivières aussi qu'on n'utilise pas. On n'a pas de produits encore très forts au niveau du kayak, par exemple. Et il faut qu'il y ait des retombées sur l'hébergement chez nous et la restauration. Parfait. Monsieur P, dites-moi, dans votre modèle, ou plutôt même dans votre expérience, qu'est-ce qu'un bon projet? À quelles conditions, finalement, la greffe va prendre, si on parle, dans un milieu relativement dévitalisé, un nouveau projet touristique? Oui, alors, pour nous, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas en soi de bon projet ou de mauvais projet. Un bon projet est un projet qui est adapté à son environnement. C'est ce que vous disiez avec l'eau, les rivières, etc. C'est-à-dire, un bon projet sera bon dans un territoire et puis pourra être moins bon dans un autre. Il faut encourager le système des activités induites, le bloc des activités induites, par des opérations d'aménagement du territoire. Parfois, un projet, même hôtelier, tout cru, qui tombe du ciel comme ça, et où, par exemple, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'activité d'accompagnement, n'est pas un bon projet. Donc, un projet, même si c'est un hôtel ou un truc qui n'est pas énorme, sans parler d'un gros complexe, il faut qu'il soit relié aux autres activités, relié à son environnement. Et j'irai beaucoup plus loin. On a vu que, en matière de projets et de petites zones, pour vous les MRC, pour nous les microzones, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on sort de l'économie, on va même plus loin que l'économie. Pour que quelque chose marche, il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères. Vous avez parlé de l'eau, mais j'irai même plus loin. On va parler de la culture. On va parler de certaines formes de sociologie. On va parler aussi du poids du passé. Hein. Et alors un projet rapidement mené comme ça, etc., risque de tomber du ciel s'il n'a pas pris en compte toutes ces valeurs. Il est évident que les promoteurs sont pressés, les politiques aussi, et ils ont l'impression parfois de perdre un peu de temps à déblatérer sur ce genre de trucs. Mais en fait, on arrive à un moment où on prend conscience de ça. Le maître mot de cette problématique, c'est global. Un projet doit avoir une répercussion globale sur un territoire, parce que le territoire, c'est un système d'organisation qui fonctionne. Alors voilà, pour votre réponse, donc, elle est une réponse de Normand. Il n'y a pas de bon projet, il n'y a pas de mauvais. C'est chouette, ça. Alors, soyez rassurés, si vous avez des projets, ils ne sont ni bons ni mauvais. Voilà. Merci. Ça dépend de la réaction de l'environnement. Fin de l'atelier. Je serais curieux de vous poser la question. On sait globalement, je présume, M. Pilon, vous savez également au niveau de chacun de vos milieux, qu'est-ce qui serait un bon projet? On se doute, un bon projet amènerait plus de gens, de notoriété et créerait des emplois. Or, je dirais de mon expérience, de ce que j'ai vu, les projets qui finissent par être supportés et financés ne sont pas toujours celui qui, objectivement, aurait été les meilleurs à l'échelle de votre région ou de votre municipalité. Est-ce que c'est une mauvaise lecture que je fais? Est-ce que c'est vrai? Comment se joue? On a parlé un peu tout à l'heure, l'interaction avec les paliers supérieurs. Est-ce que vous avez tous les pouvoirs pour mener vos propres projets ou cette négociation-là avec
la province, la région touristique, peut-être plus globalement? Disons que un des gros points, si vous parlez de palier de gouvernement supérieur, il faut qu'ils trouvent leur compte. Si le projet apporte une certaine notoriété à la province, disons, c'est plus facile d'avoir l'oreille attentive des paliers supérieurs. Si vous avez, comme on a eu, là, je donne encore l'exemple d'Ironman, on est supporté à hauteur de plusieurs millions de dollars, de 10 millions de dollars par le gouvernement du Québec pour cet événement-là, parce qu'il y avait des retombées à l'échelle nationale. Donc, c'est une des premières choses à faire, c'est de vérifier s'il y a un intérêt, si ça peut apporter un certain intérêt, non seulement à la région, mais aussi au niveau national. Très bien. Dans le cas de Beaupré? Alors, si on avait tous les pouvoirs, j'aimerais bien Alain, sur la côte de Beaupré. Mais il y a le pouvoir municipal aussi qui est important. Hein. Puis nous, comme CLD, on a un certain devoir d'influencer aussi, de proposer. Il y a une transformation qui se fait, si vous passez sur la 138, sur la côte de Beaupré, vous allez voir que ça se transforme tranquillement. Il y a des motels qui se ferment. Et si la municipalité n'intervient pas, on peut se retrouver avec quelque chose qui n'a pas d'impact sur le développement touristique ou la région. Et ça, nos municipalités en sont conscientes. Et ça, c'est un plus pour nous. Mais quand on vient, c'est impossible actuellement au Québec, puis c'est correct comme ça, de faire un projet avec tous les pouvoirs. Il faut s'entendre avec la région. Et c'est la première étape. Nous, dans la région de Québec, il y a un très grand travail de concertation à faire et qui est nécessaire entre l'Office du tourisme, les CLD et les MRC. Et je pense que c'est de même qu'on est plus fort et c'est de même qu'on réussit mieux à convaincre nos paliers de gouvernement supérieurs. Mais ça se fait, on n'a pas le choix de le faire. Puis je pense que c'est bien de le faire. C'est évident que c'est sûr que le domaine municipal a aussi un rôle important à jouer dans le développement d'un projet. Et l'accompagnement, la concertation doit être de tous les niveaux avec le promoteur. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de marcher de concert avec l'entrepreneur toujours. Avec IntraWest, on a passé une année et demie à avoir des réunions à tous les mois pour développer le projet, le mettre sur papier, finalement le réaliser. Donc, il y a beaucoup de concertation. La concertation, la complicité entre le promoteur et la municipalité doit être à son meilleur. Est-ce que vous avez des réflexions sur cette interaction dans votre modèle-là avec les paliers supérieurs ou... Avec les paliers supérieurs, je ne sais pas, mais je vais revenir sur ce que vous disiez précédemment. On parlait de notoriété, de finalité, etc. Il me semble que la variable la plus importante, c'est l'emploi. Je crois, enfin, je ne suis pas politique, mais il me semble que on essaye de créer des emplois. Alors, des emplois durables, autant que possible. Donc, la finalité, c'est de créer des emplois. Et ces emplois, on peut les prévoir, mais en fin de compte, c'est après une certaine période de fonctionnement qu'on s'aperçoit si ces emplois sont pérennes ou pas. Ce qu'il faut éviter, c'est les fuites, etc. Alors, il est vrai que les paliers supérieurs peuvent contrôler, peut-être un peu plus, les phénomènes de migration, de départ, etc. On peut empêcher, enfin un palier supérieur peut empêcher une zone d'être complètement répulsive, par exemple, parce qu'il y a des phénomènes de départ. Ça arrive. On peut encourager les gens à rester là dans une certaine mesure. Les choses ne se font pas toutes seules complètement. Vous parlez de l'emploi. Récemment, je parlais à un journaliste qui s'intéressait au tourisme suite au symposium, sachant que le symposium s'en venait. Il m'a dit, il a rigolé quand je lui ai dit que c'était le 4e produit d'exportation au Québec. Quelle bonne blague vous venez de me faire là. Je lui ai dit, non, c'est vrai. Et par la suite, on a parlé de la question de l'emploi. Il a dit, on sait bien, des postes de femmes de chambre, puis ça fait des boss boys, puis ça fait des waiters. Alors, ça ne fait que ça, le tourisme. Pourquoi ça vous interpelle à l'échelle locale et régionale, finalement, le tourisme? C'est pas juste pour avoir des postes de femmes de chambre et de boss boys, quand même. Est-ce que ça crée autre chose? Est-ce que ça crée ce modèle-là? Non, c'est pas juste... Non, il n'y a pas rien que ça. Là. Disons que c'est un effet d'entraînement. L'économie est globale.
c'est correct, il va y avoir des gens qui vont travailler dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels, mais ces gens-là dépensent, ces gens-là ont besoin d'un moment donné d'un avocat, ils ont besoin d'un notaire, ils ont besoin d'un médecin, ils ont besoin de tout ça, ils ont besoin de se bâtir une maison, ils ont besoin de... Donc, c'est un effet global la masse, si vous avez 3000 personnes qui travaillent dans le même hôtel ou dans la même station, évidemment, ces gens-là vont dépenser, auront des besoins, et ça, c'est une roue. Moi, je suis plutôt médecin qu'économiste. Là, j'avoue que je n'ai pas compris grand-chose, mais disons que... disons que j'ai compris, par exemple, que c'était global et que c'est important. Mais c'est ce que vous dites. Hein, l'effet induit, c'est qu'une personne qui travaille fait vivre 3 personnes qui vont consommer 3 fois plus, etc. Et ça va créer des emplois. C'est multiplicatif. Moi, je pense qu'il y a des mythes aussi par rapport à la rémunération dans l'industrie touristique. Je regarde le territoire que je connais bien, qui est celui de la Côte-de-Beaupré. Je connais des salaires qui sont payés au Château Mont-Sainte-Anne pour des serveurs. Et c'est loin d'être négligeable. Mais il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a au salaire minimum, mais il y en a des plus élevés aussi. C'est comme dans n'importe quelle industrie. Puis l'important, c'est que l'argent roule aussi, puis qu'elle génère quelque chose, elle génère une richesse. Et c'est ça aussi qui est important. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Et on le voit avec le projet du massif dans Charlevoix, dans la région de Québec. Ça génère toute une activité, pas seulement pour Charlevoix et Saint-Paul, mais aussi pour la côte et la ville de Québec. Je vais vous poser une question, une petite colle ici. 3 entrepreneurs se présentent chez vous, au CLD, à la ville, tous les 3 avec un projet de 5 millions de dollars. Et vous ne pourrez qu'en choisir qu'un seul. Il y en a un qui veut construire effectivement des condos pour 5 millions de dollars. Un deuxième veut construire une usine de fabrication de chaises berçantes en bois. Et le troisième arrive avec un projet d'auberge avec activité 4 saisons. Lequel vous privilégiez et pourquoi? Parce que c'est le même investissement. 5 millions de dollars, ils vous demandent chacun 500 000 dollars ou 1 million, je ne sais trop, ou ils appellent les dragons. Et lequel vous choisiriez et pourquoi vous allez choisir? Ben, disons, si je procède par élimination, les condos, on a déjà beaucoup. Donc, ça fait que facile. Ça ne serait pas le premier à venir me proposer 5 millions de des condos. Là. La chaise berçante, vous vous rappelez qu'on a défini notre vocation ou notre vision comme une ville à vocation touristique de classe internationale. Donc, l'industrie, oui, on ne dit pas non, mais ce n'est pas notre priorité. Évidemment, on irait vers l'auberge, qui 4 saisons. Ça, c'est important parce que, encore une fois, pour la main-d'œuvre, les creux saisonniers sont un problème. Il y a des villes comme Chamonix, en France, ils ferment la ville. Mais là, il n'y a plus rien l'automne. Il reste un restaurant ouvert. Mais ce n'est pas notre cas. Disons, on essaie de maintenir 4 saisons autant que possible. Donc, l'auberge avec des activités parallèles qui vont apporter une plus-value à l'auberge en question, que ce n'est pas juste des chambres, mais il y a d'autres choses. Ça serait mon premier choix. Bonne réponse. Il faudrait qu'il y en ait 2, parce que ça serait notre premier choix aussi. Une auberge 5 étoiles en forêt, et on a des endroits pour ça. Et s'il y avait un promoteur chez nous pour ça, oui, on a les endroits qu'il faut. Une auberge 4 étoiles en forêt qui exploiterait la nature avec vue sur le fleuve. Et ça serait parce que ça crée des emplois, finalement. Ça serait ça votre... Je dirais qu'actuellement, chez nous, on n'est pas... oui, on parle d'emploi, mais c'est pas la première importance. Le taux de chômage, je pense, qui influence aussi. Il y a quelques années, quand le taux de chômage était plus élevé, l'emploi est important dans notre analyse de dossier. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est le même ailleurs, mais je sais que pour nous autres, c'est pas tellement ça. C'est plus l'amélioration du produit de l'offre, c'est de ramener des... C'est plus de rehausser les dépenses, mais on ne parle pas nécessairement d'emploi. Monsieur P? Oui, au niveau des taux d'induction, il est reconnu que, en fait, un emploi créé en delta Y, là, mon premier bloc, un emploi créé donnerait 2,3 emplois induits par le revenu, plus tous les emplois directs, évidemment. Là, on parle en quantité, on ne parle pas en qualité, en qualification de l'emploi.
Donc, un emploi, quel qu'il soit, va, si la personne vient de l'extérieur avec sa famille, entraîner 3,2 personnes, etc., qui vont consommer les services des autres restaurateurs, du boucher, du charcutier, de l'école maternelle et de l'hôpital. Donc ça crée ça crée réellement des emplois. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose que je n'ai pas dit, évidemment, je n'ai pas tout dit là-dedans, c'est que cette multiplication de la croissance, qui est toujours emphatique, qui est toujours intéressante, on va dire, oui, on va faire ça, ça va créer des emplois, etc., ça va multiplier. Et c'est vrai que ça se multiplie. Nous, en France, on est bien placés pour voir que ça marche exactement de la même manière, mathématiquement, à l'envers. C'est-à-dire, autant les choses se multiplient dans la croissance, autant elles se démultiplient aussi dans la crise. Quand le projet, puisqu'on en parlait, n'est pas très bon, quand le projet ne marche pas, quand la mayonnaise ne prend pas, en fin de compte, eh bien, la zone devient un tout petit peu répulsive. Et là, c'est pas un emploi ou deux ou trois, c'est un que multiplie 3,2, etc. etc. Il faut bien voir, et on oublie toujours ça, parce qu'on est enthousiaste quand on prend des projets, tout va bien. Et au bout d'un an ou 2 ans, on s'aperçoit que la crise amplifie la crise. Et ça, c'est dangereux. Et la solution à ça, justement, c'est de faire de la simulation et de regarder, de créer des activités annexes, des activités complémentaires qui retiennent la population dans la zone, qui ne fassent pas que la population s'en aille. Même si le projet, ma foi, en tant que projet impulseur, n'est pas extraordinaire, etc. Il faut maintenir la population de telle manière à encourager la consommation. Mais je ne veux pas dire que c'est pas important. Pour moi, personnellement, l'emploi est important, mais on ne le sent pas autant. Et effectivement, je travaille beaucoup dans notre milieu chez nous pour faire en sorte que chaque petit emploi, c'est pas je dis péjorativement, chaque emploi est important pour le territoire parce que c'est des gens qui demeurent sur le territoire, qui ne vont pas consommer ailleurs. C'est juste il y a eu une fermeture d'usine, une papetière chez nous, et ça n'a pas été... c'est un drôle de phénomène. On dirait qu'on ne pense pas nécessairement à long terme, on pense plus à court terme, mais une fermeture de papetière, et il n'y a presque pas eu d'indignation parce qu'on perdait des emplois. Mais tous les gens ont fini par se replacer rapidement, et peu de gens restent en chômage, finalement, sur les 380 pertes d'emplois. C'est un peu pour ça aussi que l'économie roule bien, et les préoccupations ne sont pas là. Chez nous, les préoccupations sont en termes d'aménagement du territoire, se faire plus beau, se faire plus attrayant pour attirer des projets et des investissements pour consolider et améliorer notre offre. Il faut avoir une vision à long terme, je pense. L'emploi actuellement, chez nous non plus, pour l'instant, l'emploi n'est pas un problème, même qu'on est obligé d'importer de l'emploi des villes environnantes, là. On a un système de transport en commun jusqu'à Saint-Jérôme pour justement être capable d'avoir une population suffisante pour les emplois. Sauf que si on a une vision à long terme, ici on peut penser qu'éventuellement notre produit va perdre de sa valeur. Il y a d'autres centres touristiques au monde. Et notre produit peut perdre de la valeur. Donc, si on veut maintenir les emplois, s'assurer que dans 10 ans, il va y avoir autant d'emplois dans notre région, il faut d'abord penser à ce qui va se passer. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de faire un plan de développement de l'industrie touristique. La montagne est un peu au ralenti, est au neutre là, de ce temps-là. L'intra-ouest, c'est moins vivant que c'était. Alors, on est en train d'essayer de créer une deuxième montagne. Mais ce ne sera pas une montagne, ça va être des pistes de cyclables, des pistes de ski de fond, mais quelque chose de top, là, le mieux ce qu'il y a en Amérique de l'Est. Donc, pour avoir un deuxième moteur, parce que notre premier moteur est un petit peu au neutre, on se crée un deuxième moteur, puis dans 5 ans, il va fonctionner, puis il va maintenir les emplois. C'est ça qui est important. C'est pas simplement de se dire, OK, on a assez pour le moment, on arrête tout, non. Dans 10 ans, il n'y aura peut-être pas assez d'emplois. Perspective de long terme. Je serais curieux de vous entendre, puis peut-être M. Pi, sur cette question-là. Cette question de base-là, à savoir, est-ce qu'il existe des exemples réussis de communautés dévitalisées qui n'étaient pas touristiques, qui ont réussi à le devenir? Est-ce qu'on peut devenir touristique?
Puis vous savez, c'est un peu mon dada. Hein? J'aime bien torturer mes étudiants en demandant, bon, c'est quoi les principales régions touristiques du Québec? Puis là, évidemment, c'est Montréal, Québec, les Laurentides, le canton de l'Est, l'Outaouais. Ils comprennent rapidement. Puis je leur pose la question, c'était quoi voilà 100 ans? Puis on arrive au même résultat. Est-ce qu'on est quelque part coincé? Est-ce que la répartition par le Saint-Esprit du potentiel touristique a été réglée au début des temps? Et que pour les prochaines années, on peut juste améliorer ou bouger de façon cyclique, mais est-ce que ce rendement-là, est-ce qu'on pourrait penser un jour Côte-de-Beaupré dépasser Tremblant? Est-ce que ça serait conceptuellement possible? Ben oui! Le micro était fermé, là, mais il y en a, ben oui. Quelle question! C'est le rôle de l'innovation. Oui. Dans toute organisation économique, évidemment, il y a de grandes doses de progrès technique, d'innovation, etc., etc. Et c'est un peu la même chose. Il faut s'adapter à l'innovation et peut-être même la devancer. Alors, le ski est un exemple typique de ce que vous disiez, puisque le ski, du temps de mes grands-parents, ma foi, tout le monde s'en fichait, ça n'existait pas. Hein. Donc en fait, il y a le tourisme, et c'est ce en quoi une vision globale est importante. Le tourisme s'adapte aux nouvelles technologies, le tourisme s'adapte à des nouvelles formes de progrès, d'organisation. Une micro-région qui saurait capter ces dépenses-là serait innovante et, ma foi, pourrait créer... alors, au niveau innovation, moi, je n'ai pas d'exemple précis, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous avez comme vous venez de parler, vous n'avez pas déplacé une montagne, mais vous avez créé une deuxième montagne. Voilà. Alors ça c'est une innovation aussi. Hein, voilà. Donc je pense qu'une réflexion au niveau des politiques, une réflexion sur ce que nous appelons la diffusion spatiale de l'innovation, c'est-à-dire de regarder comment certaines innovations dans le monde ou bien dans la zone d'à côté peuvent être adaptables dans ce fameux global dont on parlait tout à l'heure. Là. Il doit y en avoir des micro-phénomènes, etc. Sans innovation, une économie se casse un peu la figure, hein, bon. C'est clair. Donc vous, on a eu l'exemple d'innovation sur Beaupré. Qu'est-ce que... Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une région qui était... C'était ça votre question? Si on était dévitaliser. Est-ce qu'on peut changer l'ordre des choses? Est-ce qu'on peut... Côte-de-Beaupré n'était pas nécessairement dévitalisée, mais c'est une MRC manufacturière. Historiquement, c'est une MRC manufacturière, la Côte-de-Beaupré. Il y a toujours eu plus d'emplois industriels que d'emplois touristiques. Et là, c'est en train de se changer. Et le choix qui est fait sur la côte de Beaupré maintenant, c'est de miser encore plus sur l'industrie touristique. Parce que c'est une industrie probablement qu'on connaît mieux, puis pour laquelle on a un fort potentiel, et c'est une industrie qui est en croissance à travers le monde. Et on a certains actifs et atouts intéressants avec le fleuve, la montagne, le Mont-Saint-Anne, la basilique et toute la route de la Nouvelle-France et le patrimoine qu'il y a sur la côte. Donc ça fonctionne. Attendez, je ne veux pas prendre... Non, excusez-moi, juste un mot. J'avais dit que je n'avais pas d'exemple. Or, c'est quand même un idiot, j'en ai un. Ah. Voilà. Vous voyez, comme quoi, c'est le décalage horaire. Alors, j'en ai un, très rapidement. Il y a chez nous, dans le sud de la France, un MRC, enfin, vous voyez, une municipalité, etc., qui s'appelle Gréoux. Gréoux-les-Bains. Alors, Gréoux-les-Bains, c'est depuis des centaines d'années une ville thermale. Donc, le tourisme à Gréoux-les-Bains, eh bien, c'est de faire du thermalisme. Et le thermalisme, il commence, je sais pas moi, en octobre, il commence en avril, et puis il finit en septembre. Donc en fait, cette ville, cette zone touristique, mais hyper touristique, c'est très concentré. On ne peut pas garer une voiture ou même presque une moto à Gréoux-les-Bains au mois d'août. C'est hyper concentré et basé sur cette mono-activité. Eh bien, l'année dernière, on m'a téléphoné en me disant puis ce serait bien que si on pouvait créer une activité en liaison avec l'université.
est-ce que tu pourrais pas nous créer un diplôme dans cette ville touristique, un diplôme évidemment touristique, hein, mais qui comblerait un peu ce vide, ce creux qui est désespérant là des mois d'hiver, hein. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on a eu l'habilitation il n'y a pas longtemps. On a créé un diplôme supérieur d'université basé sur le tourisme qui s'appelle Tourisme et identité territoriale pour briser, alors c'est une forme d'innovation, pour briser une mono-activité. Parce que cette mono-activité, ben c'est pas bon d'avoir une activité qui marche à fond pendant un certain nombre de mois, et après tout le monde s'en va. C'est The Ghost Village, c'est la ville fantôme. Et alors je ne sais pas ce que ça va marcher, mais là, enfin, je pense que ça va marcher parce qu'on y a mis le paquet. Mais je pense que cette complémentarité culturelle, vous voyez, comme quoi, culturelle, va entraîner, ça va faire une synergie. Et ça devrait augmenter ma flèche là-bas, la flèche bleue là. Merci. Monsieur Pilon? Oui, bien, simplement l'exemple de Tremblant. Parce qu'avant d'arriver d'Intra-Ouest, en 91, Tremblant n'était pas ce que c'est actuellement. La montagne était la même, le centre de ski était beaucoup plus petit. La ville de Saint-Jovite, dans ce temps-là, il y avait un supermarché. Il y en a 4 maintenant. L'évaluation municipale dans ces années-là était à 500 millions et elle est rendue à 3,5 milliards. Donc, il y a eu progrès, mettons, là, dans l'évolution de la ville. Puis ça a pris un promoteur qui est arrivé puis il a dit, bon, c'est Intra-Ouest qui a parti la machine, finalement, parce que c'est toujours la blague. Avant, à Saint-Jovite, du poisson, il fallait le pêcher dans la rivière, on n'avait pas marché. Là, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. T'sais. Alors, disons qu'il y a eu une grosse évolution entre, disons, 80 et 95, c'est pas la même ville, là. C'est chouette. Écoutez, on me fait signe de peut-être terminer, mais Michel, tu voulais que je continue jusqu'à Yvain pour laisser le temps aux gens de Google d'arriver et d'enlever leur manteau. C'est important. Moi, j'ai une question à vous poser. On parle des impacts économiques, mais est-ce qu'il y a, à l'échelle de vos territoires, encore une fois, de la place pour d'autres indicateurs? Est-ce que vous les prenez en compte? Est-ce que la question des retombées sociales, culturelles, environnementales que vous avez soulevées tout à l'heure, est-ce que et vraiment, là, je ne veux pas des vœux pieux en disant « Ah oui, c'est important pour nous ». Est-ce que c'est considéré? Est-ce que c'est quelque chose que si votre promoteur ne parle que de retombées économiques, d'emploi, vous dites hein, « C'est quoi que tu vas faire pour l'environnement, pour la culture? Qu'est-ce que tu vas... » Est-ce que c'est vraiment pris en compte? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est vraiment un critère de choix et de sélection d'un projet? Notre MRC, chez nous, est en train de réaliser un des premier plan de développement durable. En tout cas, c'est un plan de développement durable d'envergure là, qui est en voie d'être réalisé et qui va aboutir avec le schéma dans quelques mois. Et tous les principes de développement durable vont être tenus en compte dans le développement du territoire dans le futur. Donc, évidemment, nos projets, je pense qu'on a appris beaucoup du passé, en particulier chez nous. Et on risque peut-être, dans 10 ans, à être un modèle dans l'application des principes de développement durable. Et on en veut des projets, mais les projets, on veut les encadrer. On ne veut pas n'importe quoi, on veut que ça soit bien et que ça améliore le territoire et notamment la qualité de vie, mais on ne met pas de côté les retombées économiques pour autant. Là. Ça serait quoi un ou deux critères rapidement là, qui viennent à l'esprit, de dire ça, nous, on insiste là-dessus? Dans cette politique-là, où on est encore à les définir? Je ne sais pas si je réponds correctement, mais je suis pas tellement impliqué. Je suis impliqué dans le plan de développement durable, mais pas dans l'application des critères que la MRC va mettre en place. Mais par exemple, tantôt j'en parlais, chez nous, là, on a une qualité de vie à améliorer à nos citoyens. Et lorsque on prend le boulevard Sainte-Anne, que tout le monde connaît, on y travaille pour l'améliorer. Quand on fait un projet, on veut qu'il y ait des accès au fleuve, on veut que il y a des arbres. Ça, c'est un exemple d'un projet. On ne veut pas avoir juste la bâtisse qui va générer des taxes foncières et toutes les municipalités sont rendues là chez nous. Il y en a 9, ils sont rendus là. Et ça, c'est un exemple. Il faut qu'il y ait des retombées autres que juste les taxes, juste les emplois et juste les ventes de l'entreprise. À Tremblant, ça se décline comment, ça? Disons qu'il y a différents projets. On a un plan de développement durable aussi qu'on applique et que les développeurs doivent respecter, évidemment. On a un département d'environnement avec
un biologiste qui scrute les projets un à un et s'assure qu'au niveau environnemental, qu'il respecte notre plan de développement durable et notre plan de développement environnemental. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le transport en commun. Le tiers du transport en commun est pris à même la taxe non résidentielle, autrement dit la taxe d'affaires. Le transport en commun est financé au tiers par la taxe non résidentielle. Donc, c'est le commerçant qui finance le transport en commun. Pour une petite ville de 9 000 habitants, le transport en commun, c'est pas évident, mais ça fonctionne. Il y a d'autres choses, évidemment. On essaie d'avoir un cégep. On l'a, le cégep, mais il n'est pas permanent. Mais de ce côté-là, évidemment, les industries n'ont rien à... L'industrie touristique n'a pas son mot à dire, c'est le ministère de l'Éducation. Mais il y a certaines choses qui sont faites. On a aussi ce qu'on appelle le travail à la carte. C'est un autre résultat du comité d'action stratégique. C'est une banque de données, finalement, où les employés mettent leur nom, les employeurs mettent leur nom. Et l'employé, par exemple, qui est saisonnier, s'il fait, je ne sais pas, 20 heures par semaine, il met son nom pour un 20 heures de plus dans la banque, et c'est traité évidemment par ordinateur. Et l'employeur qui a besoin de 20 heures par semaine, bien, il a son employé. Alors, on appelle ça le travail à la carte. À ce moment-là, ça peut donner une chance aux travailleurs saisonniers de travailler à l'année, finalement. Et qui a eu l'initiative de ce... C'est le comité d'action stratégique dont je vous ai parlé tantôt, là, qui est la tête pensante un peu. D'ailleurs, le CLD en fait partie aussi. Là, la tête pensante de notre organisation, de notre ville. Dites-moi, M. Pi, dans votre modèle, est-ce qu'il y a de la place pour autre chose que l'économique et des flux? Ah ben oui, absolument. Puisque dans ce modèle territorial, enfin, nous, économistes territoriaux, on dépasse l'économie. L'économie qui se limite aux quantités, prix, élasticité, revenus, pour nous, c'est vraiment loin, loin, loin. Hein. Donc, pour nous, l'économie intègre des variables non économiques. De toute façon, ça a toujours existé. Hein. Il y a eu des variables psychologiques en économie qui font qu'en période de crise, on fait plutôt ci ou ça à la bourse, etc. Donc, au niveau territorial, encore une fois, on revient sur le même mot, là, global, on n'en sort pas. Donc, en économie territoriale, on a cette vision globale de développement, autant que possible, évidemment, emphatique, durable. Alors, au niveau de la mesure, moi, ce que je sais faire, c'est des équations. Et voilà, je sais faire quelque chose, enfin autre chose aussi, mais enfin, bon, disons, le modèle calcule des équations. Cette mesure, elle a l'avantage d'être neutre. C'est-à-dire que, bon, on n'y met pas de passion. On arrive à mesurer des taux d'induction, à les comparer les uns par rapport aux autres, etc. Et donc, après, on va choisir la durabilité, etc. Mais cette durabilité, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ne dure qu'un instant, c'est-à-dire 5 ans à peu près. C'est ce qu'on appelle, en théorie des systèmes, puisque en fait c'est de ça qu'il s'agit, le fonctionnement synchronique. 5 ans, parce que sinon il y a une rupture diachronique qui risque de mettre par terre un tas de choses. Alors, ça se calcule. Je pense que, ma foi, tous ces modèles-là, le mien et puis bien d'autres, valent ce qu'ils valent, dans le fond. Mais ils méritent tous de prendre la peine d'être écoutés, d'être relativisés, parce que, effectivement, on a parfois l'impression qu'on fiche l'argent en l'air, mais je ne pense pas. Et la mesure, au moins, elle est neutre. Elle est neutre si on a les bonnes stats, les bonnes statistiques à la base, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien, messieurs, sur ces sages paroles, je vous remercie de votre présence et de votre témoignage. Ça fait plaisir. Merci. Et j'ai également appris une chose, c'est qu'au prochain pâté de Noël, j'invite plus d'économistes chez moi, ça va être drôle. On s'amuse avec les économistes. Merci.